reparti, mesdames et messieurs, pour une nouvelle cavalcade tout au long de cette semaine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Marcelin Gauvoy pour vous servir. Très heureuse de vous retrouver en cette matinée pour une nouvelle semaine de votre matinale préférée. Je suis Eva Amani. Et oui, le rouge, la couleur forte qui donne la passion et surtout l'envie de commencer cette journée avec beaucoup d'entrain. N'oubliez pas que vous avez le droit de réagir par rapport à tout ce qui rythme cette émission tout au long de ce rendez-vous. Je rappelle que c'est le premier de la semaine avec au sommaire. Au sommaire, la rubrique sport et nous recevrons dans quelques instants notre homme sport, Serge Dacoury. Sans oublier les incontournables JT, revue de presse de Fatim Djedje. La gym, la titrologie. Et puis, si vous êtes avec nous jusqu'à la fin, et c'est ce qu'on espère de tout cœur, du fond du cœur, Fatim, Eva et votre serviteur, on espère que vous allez décrypter avec nous comment gérer son budget. Et aussi, en bonus, Eva nous dira un peu comment elle arrive à gérer plusieurs budgets qu'elle a en sa possession. Exactement, plus de mon salaire. Je vous annonce que Marco me donne un petit pécule pour tenir le mois. Oui. Et ce sera l'affaire de monsieur Michel Zeyaga. Pour l'heure, elle a installé avec son magnifique sourire et sa pêche d'enfer. C'est Fatim Djedje pour la titrologie. Team Fa du 9-2. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Et voici les titres de vos journaux ce lundi 27 février 2017. L'intelligent d'Abidjan propose un reportage au cœur de la 25e édition du FESPACO et vous dévoile les coulisses. La Côte d'Ivoire prend d'assaut Ouaga avec une délégation de 300 personnes. Fraternité Matin revient sur les obsèques de Laurent Pokou et titre l'appel des anciens joueurs qui souhaitent que le stade olympique porte le nom de l'empereur Baoulé. Autre titre, la visite d'amitié et de travail de Mohamed VI à Alassane Ouattara. L'Expression s'intéresse au président du FPI et titre « Pourquoi Afi court derrière un poste ministériel ?» Le journal évoque aussi la visite de Mohamed VI, ce que le roi offre aux Ivoiriens. Et en bas de page, on retrouve le FESPACO 2017, la Côte d'Ivoire honorée à Ouaga. L'Inter donne la parole à un expert financier et vous dit tout sur l'agro-business. En dessous, on peut lire Mambo Abbé, ex-journaliste à la RTI, se lâche. Et en haut de page, on apprend que Guillaume Soro est en France depuis déjà quelques jours. Nord-Sud revient sur le remboursement des souscripteurs dans l'agrobusiness et titre « Comment les calculs vont se faire ?» En dessous, on apprend qu'un car se renverse à Bengourou, faisant 9 morts, dont 3 enfants. Et on trouve aussi l'édito de Karim Oualé sur l'année scolaire 2016-2017, dont je vous parlerai lors de la revue de presse. Soir Info s'intéresse à la mise en place du Sénat et titre « Ce qui est dit » de Soro et ce qu'il va faire. Le journal propose donc une liste de candidats et dans un encart, on apprend que la douane fait encore de grosses saisies. Là encore, je l'évoquerai lors de la revue de presse. Et on va finir avec la une du journal français Le Monde qui s'intéresse aux finances du Front National et parle d'un système à l'opacité organisé. En dessous, François Fillon fait campagne malgré tout, c'est-à-dire malgré sa mise en examen. Et en bas de page, un peu de culture avec les Césars et le sacre d'Isabelle Huppert. C'était les titres. On se retrouve pour le détail des articles juste avant le JT, car on est lundi. À tout à l'heure. Merci Fatim Djedje, ravissante dans sa tenue sombre qui, par contre, nous indique une revue de presse des plus radieuses par sa prestation. Je rappelle que Fatim Djedje est également présente sur Radio Côte d'Ivoire. C'était seulement hier à l'occasion de l'émission Ailleurs dans le monde. Ici, dans Matin Bonheur, maintenant, c'est la gym. C'est parti. Salut à tous. J'espère que le week-end a été très bon. Nous, on continue toujours dans l'objectif maigrir avec aujourd'hui au programme des exercices pour les abdominaux. Donc, nous allons travailler pour raffermir tout ça, ok? Pour que jusqu'à la fin de cette séance-là, la sangle abdominale soit bien contractée et que chez vous, vous soyez d'attaque encore pour cette semaine. Allez, tout le monde en position. Alors, on va commencer avec les étirements, ok? Allez, on entrelace les mains, on tire. Allez, on se réveille un peu, c'est le début de la semaine. 3, 4, à gauche, 1, 2, 3, 4, à droite, 1, 2, 3 et 4. On va pousser les hanches vers l'avant, comme ceci. Allez, on ne force pas, on regarde toujours tout droit. OK. Allez, on part carrément à l'opposé. Le dos à l'horizontale. Allez, on descend bien, vous devez sentir que ça tire au niveau
des ischio-jambiers, du mollet, ok. Allez, on se met sur la gauche, là, simplement. Voilà. Allez, on part à droite. Encore. Allez, on se redresse. Alors là, nous allons faire directement des exercices d'abdominaux. Il n'y aura pas de temps de repos. Prenez votre bouteille d'eau, prenez votre serviette, mettez-les juste à côté de vous. Et puis, allez, on démarre. Alors, on se met sur le tapis. On va enchaîner, donc, premier exercice. On va mettre l'intérieur de la paume sur les genoux. OK? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, après les crunchs, vous mettez la main directement sous la nuque. Là, OK, on reste bien couché, on tend les jambes. On va lever la jambe droite, lever la jambe gauche, descendre la jambe droite et descendre la jambe gauche, comme ceci. Là, 1, 2, super, 3, 4. Lorsque vous montez, ça fait 1. Lorsque vous descendez, ça fait 2, 6, 8. Allez, encore. 10. Encore 5. Super. 12. Super. 14. Allez, 16. 18. Dernier. Et 20. Super. Alors là, on enchaîne. OK, on s'assoit. Vous mettez les mains là, tendues. Pas sur les genoux, ne touchez pas les genoux. On tend les bras, on lève une jambe. OK, comme ça, on la replie dans le ventre. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous mettez les mains derrière et vous faites ça. 1, 2, 20 fois. 3, 4, 5. Vous faites un peu comme un accordéon. Lorsque vous tendez la jambe, vous descendez. OK, et lorsque la jambe revient, vous remontez. Encore 5. 5, 4, 3, 2 et 1. On change de jambe maintenant. Allez, Sarah en position. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super. Alors là, vous vous recouchez encore. OK. Alors, prochain exercice, on se couche en position fœtale, côté droit. OK. La main droite au niveau des obliques. La main gauche sur la tempe. Et on referme 20 fois. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Allez, on change de côté. Même principe. La main gauche au niveau des obliques. La main droite sur la tempe. Et puis on referme. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez sentir des contractions au niveau des obliques. Tout à fait normal. On se remet sur le dos. Allez avec moi, Sarah. Jambes tendues. OK. On tend les bras vers le ciel. OK. Les mains jointes. Et on décolle le dos, les épaules du sol. Le dos aussi. Là. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Allez, maintenant, on va passer au gainage. OK. Après cette série d'exercices, vous mettez simplement les mains à plat. OK, Sarah. Et on va lever la hanche. Là, on va aller bien haut. Allez, là, on contracte carrément le fessier, les ischio-jambiers, les abdominaux, les mains bien à plat. Allez, on tient 20 secondes environ. Encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Allez, on passe sur les côtés. On va gagner les obliques aussi, tout à fait normal, pour que toute la sangle abdominale soit bien contractée. Allons-y, Sarah. On monte là. Allez, on tient bon. Super. Allez, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Il faudra que tout ce côté qui fait face au sol soit bien gainé. Allez, on tient bon. Encore 10 petites secondes. Allez. 5, 4, 3, 2 et 1. OK, super. Bravo à vous. Si vous nous avez suivis, j'espère que vous n'êtes pas resté couché dans votre lit ou allongé dans votre canapé. Alors répétez ces exercices-là, surtout en ce début de semaine, si vous avez mangé gras ce week-end. Alors Eva, Marco, idem, si vous avez mangé gras ce week-end, répétez ces exercices. Et puis moi, je vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs, demain pour une autre session de Objectif Maigrir. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao. Merci, coach Fabrice. Alors Marco, la question est posée, est-ce que vous avez mangé gras ce week-end? Honnêtement, oui. Alors, donc, dans Objectif Maigrir, si vous êtes dans le cas de Marco, j'espère que vous avez bien assimilé. Et vous-même, et vous-même. Ah non, pas trop. Ah bon, vous avez mangé quoi? J'essaie de perdre du poids ces temps-ci. Un gros poisson.
avec du bon vin blanc qui va avec. Oui, de la tiéké et tout, c'est vrai que c'était assez gras. Donc, si vous espérez ou voulez perdre du poids, j'espère que vous avez été attentif aux conseils du coach Fabrice et que vous allez, si ce n'est pas encore fait, les mettre en pratique tout au long de la journée. D'ailleurs, je vous invite à vous déplacer car bouger, c'est la santé, bouger, c'est la vie. Et le point route nous donnera l'itinéraire à choisir. Bélier, l'amour est dans l'air et votre journée sera des plus romantiques. Vous aurez du mal à vous passer trop longtemps de votre partenaire et ce sentiment sera partagé. Passez donc de bons moments ensemble. Les célibataires paraîtront plus séduisants que jamais et ne resteront plus seuls très longtemps. Taureau, votre vie sentimentale sera particulièrement harmonieuse. Avec votre partenaire, les malentendus se dissiperont d'eux-mêmes et vous vivrez des moments très romantiques à deux. Vous attirerez communément les personnes qui ont besoin de calme. Montrez-vous généreux dans vos attentions. Gémeaux, votre vie affective risque d'être problématique car vous ne saurez pas vous y prendre avec vos proches. Si vous êtes célibataire, prenez du recul et du temps afin de retrouver votre calme. Si vous êtes en couple, méfiez-vous des petites disputes susceptibles de dégénérer. Restez zen. Cancer, vous vous épanouirez pleinement dans votre vie amoureuse, si bien que vous laisserez derrière vous les petits soucis du quotidien. Profitez de cette journée pour vous consacrer pleinement à votre partenaire. De manière générale, cherchez à vous rapprocher des êtres qui comptent le plus pour vous. Lion, votre charme sera très actif et l'on aura plaisir à profiter de votre compagnie. Le moment est peut-être venu de renouer avec d'anciennes relations. Si vous êtes célibataire, vous n'aurez pas l'intention de vous encrouter dans une petite vie bien tranquille. Une belle journée en perspective. Vierge, ne cherchez pas à changer votre partenaire parce qu'il vous agace pour des choses sans grande importance. Ce n'est pas en employant l'agressivité que vous parviendrez à vos fins. Cherchez plutôt à ouvrir le dialogue en abordant le sujet de vos préoccupations avec douceur et diplomatie. Balance. Vos fortes envies de rencontre pourraient vous précipiter au devant d'aventures sans lendemain. Si c'est ce que vous cherchez, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, montrez-vous moins volage et superficiel. Ceux qui sont en couple auront intérêt à ouvrir le dialogue avec leur conjoint. Scorpion, vous vous sentirez naître des envies de voyage et vous aurez en plus l'énergie pour le faire. N'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. Vous serez agréablement surpris par leurs réactions. Il y en aura certainement plus d'un qui seront tout prêts à partager cette expérience avec vous. Sagittaire, vous vous sentirez pousser des ailes, car votre partenaire fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous reconquérir. De quoi avoir la sensation d'être aimé comme au premier jour. Si vous êtes célibataire, votre pouvoir de séduction sera au top, ce qui vous incitera à faire des rencontres. Capricorne, ce ne sont pas les sollicitations qui manqueront. Vos proches et votre partenaire pourraient bien vous monopoliser tout votre temps. Apprenez à dire non si cela fait trop pour vous. Les célibataires ne seront pas seuls. Les coups de fil et les invitations se succéderont. À vous de choisir. Verseau, vous serez un peu enclin à négliger votre partenaire. Impliqué comme vous l'êtes, il est probable que vous viviez avec la personne dont vous avez toujours rêvé. Si vous êtes célibataire, montrez-vous sous votre meilleur jour. Les personnes que vous croiserez vous apprécieront de manière évidente. Poisson, vous rayonnerez d'équilibre, ce qui ne laissera personne indifférent. Vous serez réceptif à vos émotions et à celles des autres. Profitez de cette journée pour faire table rase. Renforcez les liens affectifs importants et prenez de la distance par rapport aux personnes qui représentent une charge. Vous avez pu vous en rendre compte, l'horoscope amoureux est arrivé en avance. On rappelle que Christelle Aoukoussa réalise cette émission. Il est temps de passer à présent à la rubrique suivante. Oui, le sport avec notre confrère de la radio-télévision, diffusion de télévision ivoirienne, Serge Dakouri, journaliste bien sûr à Radio Côte d'Ivoire, qui, vous le savez, est avec nous, il va s'installer. Il est installé déjà, on va en parler avec lui, bien sûr, de sport. C'est un membre très actif de la rédaction sportive de Côte d'Ivoire et qui a une émission bientôt, les matinales, avec beaucoup de belles promesses. Serge Dakouri, ce sera dans quelques instants. Mais avant, le point route, c'est maintenant, c'est parti. Cette fois, c'est la bonne. Voilà,
il a installé, je pense que vous avez entendu sa voix. On prendra langue avec lui dans quelques instants. Pour l'heure, on se rend aux 2 plateaux sur le boulevard des Martyrs pour s'assurer de la circulation parfaite. Et voilà, tout est calme, un calme plat règne sur ce grand boulevard. Oui, absolument. Alors, qu'en est-il du côté du boulevard lagunaire qui, vous le savez, jouxte le célèbre immeuble Djekanou qui permet à tout le monde de rallier Adjamé, Plateau et puis également Yopougon, Port-Boué. Actuellement, la circulation est assez calme, au calme quoi, on va dire ça comme ça. Oui, au calme. Est-ce le cas à Koumassi, cette belle commune tranquille, quoique très agitée dans certaines circonstances, notamment les matins, où on voit que les habitants de Koumassi sont plus matinaux en général que les autres communes. Et voilà, vous vous en rendez compte, il y a de la circulation ce matin, pas encore grand monde dehors, mais Koumassi se réveille sûrement. Oui, sûrement également, c'est le cas de Trècheville, que vous veniez de Guatanicro jusqu'à Destin, avenue 21 aussi, vous prenez vers Kakomiaf. En tout cas, voici la physionomie à l'heure actuelle, à 6h13 de Trècheville. C'est une physionomie assez sereine qui montre que la circulation vraiment est fluide, de quel que soit l'endroit d'où vous venez, Eva. Très bien, et je pense que c'est sur Trècheville qu'on va s'arrêter. On reviendra bien évidemment sur d'autres communes dans quelques instants. Pour l'heure, il a installé. C'est Serge Dakouri qui nous parlera sport ce matin. Au menu donc de la présence de Serge Dakouri, cyclisme, basket, OASU, championnat de football, championnats étrangers. Bonjour, très cher. Bonjour Marcelin et bonjour Eva. Superbement, j'apprécie le collier. En fait, effectivement, 4 disciplines sont au menu de ce sport de ce matin, avec dans l'ouverture de la saison de cyclistes en Côte d'Ivoire. C'était dimanche dernier, hier, du côté de la commune de Trècheville, dans un circuit fermé de 2,5 km à parcourir plus de 12 fois. Et bien, dans cet exercice, 30 coureurs étaient en attraction avec le top départ de devant la mairie de Trècheville. Et bien, c'est Cabré Daniel de l'écurie de Yopougon qui est arrivé premier dans cette discipline, suivi de Kwasi Nathanaël pour la 2e place. Oui, tous nos cyclistes étaient présents, heureusement pour Cabré Daniel, qui a bouclé ce circuit de 2,5 km à parcourir 12 fois en 1h03 minutes 12 secondes. Eh bien, c'est donc le grand prix de l'ouverture de la saison en cyclisme pour la Fédération ivoirienne de cyclisme. Eh bien, félicitations donc à Cabré Daniel qui s'est illustré de belle manière en remportant la 1re place, marquant donc l'ouverture de la saison en cyclisme. De cyclisme, on va au pas de course au basket. Eh bien, c'est aussi l'ouverture de la saison de basket en Côte d'Ivoire. Malheureusement, de nombreux boycotts. 6 clubs, il faut le rappeler, ont boycotté la première journée de ce championnat. C'était au lycée classique, le théâtre des opérations. Eh bien, l'Africa, le CSA, la JCA, eh bien, beaucoup de clubs ont boycotté, estimant que certaines conditions ne sont pas remplies et donc n'ont pas participé au premier match de championnat. Il n'y a eu que 3 matchs, 2 confrontations en hommes et 1 confrontation en dames pour le basket cette année. Eh bien, MBBC a été battu par la SOA en hommes, 78 à 44. La GSPM, la jeunesse sportive du groupement des sapeurs-pompiers, a été étalée à plate couture par une belle équipe de Azur, 74 à 36. Et en dames, la SOA a battu la NCA. Donc, il n'y a eu que 3 matchs avec 6 clubs qui ont boycotté l'ouverture de la saison en basketball en Côte d'Ivoire. Très bien. On passe à présent à l'OASU. Oui, je pense que vous avez participé à l'OASU quand vous Oui, étiez jeune, plus jeune. en sport scolaire universitaire. Eh bien, c'était l'ouverture effectivement de la saison. Pour l'OASU, c'était du côté de l'Indénié Duablin. Eh bien, ouverture interdépartementale avec lycée et collège en attraction. Ça s'est passé effectivement le week-end. Comme quoi, le sport demeure toujours une activité principale au niveau des lycées et collèges. Eh bien, l'ouverture, c'était ce week-end du côté de l'Indénié Duablé. On finit comme toujours par F-Football avec la 11e journée du championnat de Côte d'Ivoire en attraction. Eh bien, les Mimosas ont été accrochés hier, c'était hier 18h au stade Robert Champroux, face à une belle et résistante équipe du stade d'Abidjan, 0 but partout. Il faut rappeler que la veille, le rival de toujours, les Mimosas, l'Africa, a été également accroché par une sympathique équipe du WAC de Williamsville, 0 but partout. Il faut rappeler que la SOA, au pied de la basilique à Yamsoko, a étrié l'équipe de Denguele 3 à 0. En tout cas, les cadors du football ivoirien ont été accrochés. En Europe, le Classico
a été à l'avantage du Paris Saint-Germain en déplacement dans un chaudron du Vélodrome. 5-1. Il y avait vraiment un écart de niveau entre ces deux. En Espagne, le mano à mano continue entre le Barça et le Real Madrid. Le Barça a gagné grâce à Messi dans un duel avec l'Atlético de Madrid, 2-1. Eh bien, le Real s'est fait peur, mené 2-0. Il a fallu la grosse grinta de Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo pour venir à bout. 3-2. Le Real est toujours leader. Voilà, donc nous avons fait le tour de la question en 4 points d'actualité sur le sport pour ce lundi. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci, ça a été et on très espère concis. vous avoir vraiment très franchement et vous écouter sur Radio Côte d'Ivoire. La nouvelle émission, ce sera Les matinales, c'est à partir du mois de mars. On démarre avec une très belle émission où nous recevons des stars du monde people et même des hommes politiques qui donnent leur avis sur une question sportive et pourquoi. Le côté jardin de Gervino, vous allez entendre ça sur quoi. Il vous dira quelle est la musique qu'il aime et aussi quel est son plat préféré. Il est là en ce moment à Abidjan. Merci. bien, J'espère merci que vous reviendrez beaucoup. avec lui ici. Ah oui, pourquoi pas, hein. Il Oui. peut passer nous faire un coucou, ce sera avec grand plaisir. Elle est là, elle nous fait des coucous tous les jours et on l'accueille d'ailleurs avec grand plaisir également. C'est Fatim Djedje qui s'installe à nouveau, cette fois pour la revue de presse. Et on démarre avec l'éditorial de journaliste Karim Ouali à lire dans Nord-Sud qui revient donc sur l'année scolaire 2016-2017 qui semble bien compromise. Pour preuve, le mouvement des mamans indignées de Côte d'Ivoire qui ne cesse de tirer sur la sonnette d'alarme. Mais les élèves pour qui ces braves femmes se mobilisent ne semblent pas avoir conscience des risques qu'ils encourent. Alors, parmi eux, il y a ceux qui protestent contre le nouveau découpage scolaire défini par la ministre de l'Éducation nationale, Madame Candia Camara. Et selon eux, il fallait maintenir coûte que coûte les vacances de février qui ont été supprimées pour des raisons évidentes. Et de l'autre côté, on a les membres ou les sympathisants de la FESI qui réclament à corps et à cri la libération et la réintégration de leurs camarades. Alors, le journaliste demande à chaque parent de Côte d'Ivoire de conscientiser ses propres enfants. Car, selon lui, la formation arabée, qui est l'une des conséquences des perturbations scolaires fréquentes, pèsera sans aucun doute sur l'avenir professionnel de tous ces enfants. Dans Fraternité Matin, on apprend que la Côte d'Ivoire fait face depuis peu à la fuite de ses produits agricoles en direction des pays limitrophes. Le plan de lutte contre ce phénomène a permis d'intercepter 52 000 tonnes de cacao à la frontière ouest sur la voie menant à la Guinée. Il y a aussi 20 000 tonnes de noix de cajou qui ont été reconditionnées dans des sacs d'origine ghanéenne. Et auparavant, dans le nord du pays, un véhicule transportant des munitions de calibre 12 a été aussi intercepté. L'Inter s'intéresse, lui, à l'entrepreneuriat et selon la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, chaque année, plus de 6 000 entreprises sont déclarées en faillite et 50% d'entre elles disparaissent au cours des 5 années qui suivent leur création. Alors, les principales raisons de ces échecs sont la mauvaise gestion, la mauvaise appréciation des contraintes financières, la faiblesse de l'approche marketing, un business plan simpliste, mauvais ou pas du tout conseillé et un manque de moyens financiers. On va passer maintenant à Soir Info, qui nous dit que pour la cérémonie d'ouverture de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, quoi de mieux qu'une prestation de l'artiste ivoirien Alpha Blondy, oui, qui a donné une ambiance électrique au Ouagalais à l'ouverture de la Biennale du cinéma africain. Alors le public présent a aussi pu voir des prestations d'autres artistes tels que les Burkinabés Awa Sissao, Sana Bob et Smokey. Alors le spectacle est accompagné d'une prestation équestre et puis c'était une cérémonie d'ouverture sous haute surveillance car il y avait la présence du chef de l'État du Burkina Faso. L'article nous précise aussi que le chef de l'État ivoirien sera certainement présent pour la cérémonie de clôture le 4 mars prochain. Alors, l'Expression relate le beau coup de filet réalisé par la police du 16e arrondissement de Yopougon qui a arrêté les braqueurs du Libanais Abbas Chakour, opérateur économique exerçant dans la filière café-cacao. Et c'est à Agboville que la police a appréhendé 4 individus qui, en plein jour, ont arraché sous la menace des armes 175 millions de francs CFA dans un des magasins de la victime. Alors, même si ce dernier se félicite de cette arrestation, il cherche à récupérer ses sous puisqu'ils lui ont été prêtés
par un tiers et ses créanciers sont à ses trousses et se font de plus en plus menaçants, nous dit-il. Alors on va entamer cette page internationale avec le Monde Afrique qui revient sur cette explosion des agressions xénophobes en Afrique du Sud, des étrangers lynchés, des commerces détruits. C'est le triste bilan de ces dernières semaines. Les populations inquiètes du chômage et de la criminalité pensent avoir trouvé la cause à leurs problèmes en la présence des étrangers africains qui, selon eux, vendent de la drogue ou volent leur métier. Cette fois-ci, Œil d'Afrique nous invite au voyage. Si je vous dis Marrakech, Johannesburg ou Alexandrie, eh bien, ces trois villes trônent au sommet d'un palmarès consacré à la qualité de vie dans les 100 principales villes africaines, publié par le magazine Afrique Méditerranée Business. On apprend que Libreville est 20e et que Dakar est 23e. Et à la 39e place, on retrouve la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Et on va finir avec l'insolite et le portrait d'une personne dont on ne connaît pas encore réellement l'identité, surnommée Lolita Black Anna Montana ou encore Barbie Noire. Une chose est sûre, elle est devenue la coqueluche d'Instagram et de Facebook. Pourquoi? Eh bien, sa beauté singulière et hypnotisante, nous disent les internautes. Sa peau d'un noir profond, ses yeux félins et son visage d'une finesse et d'une symétrie presque parfaite sont les clés de son succès. Alors, voici encore une preuve, si besoin il en était, que Black is beautiful. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonne journée à tous. Bonne journée à toi, Fatim. Merci beaucoup, Fatim JJ. Donc, on retrouvera avec beaucoup de plaisir demain pour la titrologie et bien sûr la revue de presse. Eva, nous sommes bien sûr le lundi 27 février 2017. Exactement. Alors, le pays du jour. Le pays du jour, ce sera la République dominicaine qui a vu le jour d'ailleurs le 27 février 1944. La célébrité du jour, Marco? La célébrité du jour, très chers téléspectateurs, n'est autre que le célèbre bagagiste Louis Vuitton, dont on célèbre aujourd'hui donc l'anniversaire du décès. C'était en 1821, bien sûr, un 27 février. Puis le prénom du jour? Le prénom du jour, ce sera Honorine, prénom célébré aujourd'hui. Nous vous invitons donc, comme on le dit tous les jours, à envoyer un petit message ou passer un appel à une personne qui éventuellement s'appellerait Honorine dans votre entourage. Et Marco, le chiffre du jour? Le chiffre du jour, 89, oui, 89 comme la 89e édition des Oscars du côté du pays de l'oncle Sam avec le triomphe de Emma Stone au niveau des acteurs et surtout de Damien Chazelle qui devient donc le plus jeune réalisateur à seulement 32 ans, 89 bien sûr. 89e édition. On espère que le FESPACO qui se tient en ce moment même à Ouaga aura la même résonance et pourquoi pas un futur des plus glorieux. Tout à fait. Voilà, il est temps à présent de passer à la sphère purement information de cette émission. Vous aurez d'abord la pub suivie de la météo et enfin le JT présenté par Maïsako. A tout de suite. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. La matinée sera nuageuse sur le littoral, le sud forestier et l'ouest avec des pluies localisées. Les régions du nord, du centre et de l'est seront partiellement nuageuses. Regardons les températures au lever de ce jour. 24 degrés pour Abidjan et Adiaké, 25 degrés pour la région du Gantougo, 24 degrés pour Boaké. La température la plus faible de 21 enregistrée à Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 23 degrés pour la ville de Gagnoa, 26 à Korogo, 22 degrés pour Moéodiéné, 24 à San Pedro, 25 pour Sassandra, 23 degrés pour Tabou et Yamoussoukro. Cet après-midi, les fortes entrées d'humidité sur les parties nord du pays pourraient entraîner des pluies orageuses, notamment dans le nord-ouest. L'ouest, l'est et le centre observeront des passages nuageux avec des pluies et des orages. Le littoral et le sud forestier enregistreront des périodes de pluie, surtout dans le sud-ouest. Les températures de notre après-midi, 30 degrés pour la ville d'Abidjan, 33 degrés pour Adiaké, 35 à Bandoukou, 34 degrés pour Boaké et Daloa, 36 à Dimbokro, Gagnoa et Korogo afficheront 35, 33 degrés pour la ville de Mans, 35 à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, 31 à Sassandra. La température la plus faible de 30 enregistrée à Tabou et 33 degrés pour la ville de Yamoussoukro.
MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, poursuit son séjour en terre ivoirienne. Le souverain pontife effectue depuis le vendredi 24 février dernier une visite de travail et d'amitié dans le pays. Au programme notamment des échanges avec le président de la République Alassane Ouattara, la visite des sites de projets financés par le Maroc et la signature d'importants accords spécifiques de coopération. Notons que la visite du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire s'achève ce 27 février 2017. Éducation à présent, le maintien de l'enfant à l'école est une priorité pour la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, la CNDH-CI. C'est d'ailleurs le thème de sa campagne de sensibilisation lancée depuis janvier. Après avoir sillonné Koumassi, la CNDH-CI s'est rendue dans la commune d'Abobo. Objectif, expliquer aux populations la nécessité de permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Sidonie Davila. Elle est arrivée ce mercredi dans la commune d'Abobo pour faire comprendre aux parents et aux enfants le contenu et la portée de la loi relative à l'école obligatoire. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDH-CI, à la deuxième étape de sa campagne de vulgarisation de la loi portant sur l'école obligatoire, initiée depuis janvier, n'a pas manqué d'insister sur son caractère non négociable. Sensibilisons les populations sur l'école obligatoire, c'est-à-dire le droit à l'éducation qui est non seulement un droit fondamental, mais qui est aussi un droit obligatoire. Dans ce droit à l'éducation, nous abordons plusieurs sujets, notamment l'encadrement des enfants, la vocation de l'école, et puis le suivi et surtout ce sujet fâcheux qu'est les grossesses en milieu scolaire. À côté de la CNDH-CI, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Bientôt, ce seront les populations des villes de l'intérieur qui auront l'occasion de bénéficier de cette campagne de sensibilisation qui a débuté dans la commune de Koumassi. 28 groupes focaux seront également mis en place pour poursuivre cette communication une fois la campagne terminée. Je rappelle une fois de plus que le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, poursuit son séjour en terre ivoirienne. Le souverain chérifien effectue depuis le vendredi 24 février dernier une visite de travail et d'amitié dans le pays. Rendons-nous à Paris, en France, où se tient le 54e Salon international de l'agriculture. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly. Elle s'active à vendre des événements tels que le Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources halieutiques et à nouer des contacts avec diverses organisations pour le développement du secteur agricole ivoirien. On en parle avec Adama Koni. Derrière un salon peut se trouver un autre salon. Le Salon international de l'agriculture de Paris, une bonne vitrine pour vendre le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2017. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly n'hésite pas à démarcher l'association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agroalimentaires ADEPTA. Après 2 heures d'entretien, résultat. Cette année, ce rendez-vous est particulièrement important puisque il y a la perspective de cette nouvelle édition du Sahara, après l'édition de 2015 en 2017, pour lequel, qui est un rendez-vous extrêmement important pour les entreprises de l'agriculture et de l'agroalimentaire française. La Côte d'Ivoire a un rôle de leader qu'elle est en train de reprendre après les années difficiles qu'elle a connues dans la CEDEAO. Jouant la carte de la proximité, le ministre ivoirien frappe à la porte du Mali voisin. Un voisinage d'ailleurs partagé dans la disposition des stands à Paris. Et votre Sahara qui est en train d'être préparé, je pense que ça va être un espace extrêmement important pour partager ce savoir technologique et technique. Le Mali peut tirer le maximum avec la Côte d'Ivoire sur le plan technologique, surtout en arboriculture fruitière. Dans la stratégie de porte-à-porte du ministre,
Les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, dont le roi est en séjour actuellement à Abidjan, se prolongent au bord de la Seine. Le pays, qui garde un bon souvenir du Sahara 2015, entend être davantage visible en 2017. Nous considérons que nous sommes dans un autre pays, nous allons être présents parce qu'on a une forte coopération. Nous avons prochainement une visite de délégation que nous allons travailler, préparer notre participation au même niveau, sinon on va l'améliorer. À Paris, le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly est bien conscient du caractère de rendez-vous du donner et du recevoir. Ce que nous mettons ici sur la table, c'est de montrer le savoir-faire de nos producteurs. Nous sommes venus aussi avec notre grand groupe agro-industriel SIFCA faire la preuve qu'on peut produire de l'huile de palme sans causer de dommages à l'environnement. En retour, ce que nous attendons, c'est toujours des investissements notamment du secteur privé. Nous voulons les encourager à investir sur place pour la transformation de nos produits agricoles, mais aussi nous voulons aussi qu'ils viennent nous aider à améliorer l'offre de services agricoles. Le Salon international de l'agriculture de Paris, ouvert le samedi 25 février, ferme ses portes le dimanche 5 mars prochain. Parlons culture avec la tenue du FESPACO dans la capitale burkinabé. Un cinéaste ivoirien, Lansine Kramo, premier ivoirien étalon de Yenenga, avec le film Djeli en 1945 a été honoré. Cette cérémonie d'hommage était suivie de l'ouverture officielle du marché international du cinéma et de la télévision africaine de Ouagadougou, Mika Frankwadiou. Le tissu blanc qui le revêtait enfin découvert, voici la statue de bronze immortalisant le réalisateur ivoirien Fadiga Kramo Lansine, premier étalon du Yenenga ivoirien au FESPACO avec Djeli en 1981. Fadiga Kramo Lansine est désormais intégré dans cette colonne des étalons du cinéma africain à la place des cinéastes en plein centre-ville de Ouagadougou. Vous faites un petit film qui vous amène à l'étalon d'or de Yenenga avec 2 autres prix dans la même édition du FESPACO et que tout ça finit par votre statut à la place des cinéastes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment un sentiment de joie et surtout de gratitude aussi à tous ceux qui m'ont aidé d'abord à faire le film. Il y en a qui ne sont plus là. Fierté pour la reconnaissance, surtout celle des pionniers. Timothée Bassouri, doyen du 7e art africain, est le premier satisfait. C'était un grand jour pour nous parce que la Côte d'Ivoire est à l'honneur, l'invité d'honneur. Il y a Fadiga qui va avoir sa statue dans le ciel. Donc pour nous, c'est un grand plaisir et nous sommes contents. Un peu plus tôt dans la soirée, ce sont des cinéastes et autres personnalités, au nombre desquels les ministres de la Culture de la Côte d'Ivoire et du Burkina, qui, main dans la main, ont procédé au rituel de la libation symbolique autour du monument aux cinéastes africains. Une action symbolique suivie par une autre non moins importante, l'ouverture officielle du marché international du cinéma et de la télévision africaine Mika, un espace dédié aux entreprises et aux partenaires du 7e art africain. Ce 26 février était consacré aux personnes atteintes de lèpre. La journée mondiale de la lèpre a été célébrée ici en Côte d'Ivoire à Issia, dans le Haut-Sassandra. C'était en présence du représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Blédi Félix, ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales et internationales. De nombreux dons ont été distribués aux malades. Ngana Konaté. La journée mondiale des lépreux est un temps de communication clé pour la fondation qui porte son nom et un moyen de sensibiliser les populations à cette maladie en mobilisant les générosités. Selon le docteur Blédi Félix, représentant la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, les efforts du gouvernement ont permis d'enregistrer d'énormes progrès. La lèpre n'est donc plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Depuis 2001, en Côte d'Ivoire, sur 10 000 personnes, moins d'une personne est lépreuse. Des progrès considérables obtenus grâce aux efforts du gouvernement et le soutien généreux de ses partenaires à travers l'intensification des campagnes de sensibilisation et l'amélioration de la prise en charge. Raoul Foloro, on vient en appui au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers 2 programmes que sont le programme lèpre et le programme ulcère de Bureli. Dans le pays,
Le nombre d'infections est en baisse depuis quelques années, mais la lutte contre la maladie est difficile. Il y a des hommes, des enfants, des femmes qui ont la lèpre, mais qui ont peur de se présenter dans un centre de santé pour être dépistés comme les malades lépreux, parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils sont lépreux. Pourtant, la lèpre est une maladie comme les autres. Elle se guérit en 6 ou 12 mois selon le cas. 35 malades en traitement dans les différents sites du département ont reçu des dons des différentes organisations de la lutte contre la lèpre. L'État, nous reconnaissons qu'ils font beaucoup pour nous, mais ce que je peux dire pour le moment, à l'instant, c'est qu'il reste beaucoup d'efforts encore à faire. Donc nous demandons vraiment à l'État de Côte d'Ivoire de nous venir en aide et de ne pas cesser de nous soutenir. Les organisateurs prévoient le déroulement d'une campagne de sensibilisation et de dépistage dans les villages et campements environnants de la ville d'Issia. Et toujours concernant la lèpre dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro, un constat, le recul drastique de la maladie. On en sait plus avec Léon Brou. Damafian et Fatou Diallo, la cinquantaine révolue, toutes deux malades de la lèpre. Prises en charge par le district sanitaire de Yamoussoukro, elles sont en passe de recouvrer la santé. Mais ces dames restent des cas sociaux. La maladie m'a attaqué, là, ça fait 2 ans. Le docteur là m'a venu ici pour me trouver. Quand il m'a trouvé, il a dit qu'il faut venir à l'hôpital. C'est lèpre là qui était attaqué, toi. C'est lui qui m'a donné un médicament un peu m'a aidé. Maintenant, ça va un peu. Jean-Michel, lui, est un ex-malade, aujourd'hui producteur de cacao dans son village natal de Lolobo. C'est qu'il a été précocement dépisté et pris en charge entre 2004 et 2006. J'ai un champ, j'ai une femme, j'ai des enfants. À l'heure où je suis arrêté, même des frères du village, même, ils ont aussi, et ils se cachent. Mais ils n'ont pas sorti. Ils n'ont pas sorti pour pouvoir se faire traiter. Le district sanitaire de Yamoussoukro, ce sont à ce jour 6 malades de la lèpre régulièrement suivis contre 20 cas en 2012. Un recul grâce à la politique sanitaire soutenue par des partenaires, au rang desquels le Rotary Club de Yamoussoukro, qui a financé à hauteur de 2 millions de francs CFA la formation à la prise en charge de la lèpre. Les cas sociaux parmi les ex-malades de la lèpre le sont du fait des séquelles graves subies. Cela dit, dépister et prise en charge tôt, la lèpre se guérit. C'est pourquoi les populations sont exhortées au dépistage précoce à travers cette 64e journée mondiale de la lèpre, journée qui marque aussi la solidarité aux malades de la lèpre. Un mot d'enseignement supérieur, l'université Nangui à Brogo a noué un partenariat avec l'école supérieure africaine des TIC. Toute chose qui va permettre à cette université de renforcer ses potentialités en matière de technologie de l'information et de communication. Les deux institutions pourront procéder à des échanges de compétences pour un enseignement de qualité, nous dit Serge Koléa. L'université Nangui à Brogoua est l'une des 2 universités publiques d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Elle est spécialisée dans les disciplines scientifiques, notamment les sciences expérimentales, naturelles, écologiques, ainsi que l'informatique. L'ESATIC, l'École supérieure africaine des TIC, quant à elle, est une structure de formation publique créée par l'État pour répondre aux enjeux majeurs du secteur des TIC. Les 2 institutions vont désormais travailler en étroite collaboration. Le partenariat entre l'ESATIC et l'université Nangui à Brogoua se veut un cadre d'échange scientifique et technologique pour l'avancée de la formation, de la recherche-développement et du développement économique et social. Les enseignants de Nangui à Brogoua nous apportent à la fois leur soutien dans l'encadrement des enseignants, mais également leur soutien dans la formation continue, dans la formation initiale de nos étudiants. Puissant levier de développement économique et social, les TIC constituent une source d'innovation avec de nombreuses opportunités nouvelles de développement. La Côte d'Ivoire ambitionne d'être un pays émergent à l'horizon 2020. Pour ces 2 structures, cela passe par un développement numérique réussi au sein des grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire. Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire veut contribuer à la formation des journalistes et acteurs des médias. Il a initié l'école du GEPSI, un programme de renforcement de capacités. Pour cette première édition, près de 40 rédacteurs en chef et secrétaires généraux de rédaction ont été instruits. Nous restons avec Serge Koléa. Non, ces tables, ces espaces-là. Un journaliste mal formé est un danger pour lui-même, pour son pays
et pour le monde, a-t-on coutume de dire. Conscient de cela, le GEPSI, le groupement des éditeurs de presse, a initié l'école du GEPSI. Pour le président Patrice Yao, l'école du GEPSI vise à renforcer les capacités des hommes de médias. Est-ce que les différents acteurs de la presse et les éléments qui sont dans les rédactions, tels que les rédacteurs en chef et les secrétaires généraux de rédaction, qui sont les piliers d'une rédaction, est-ce que ces gens ont la formation nécessaire? Est-ce qu'ils ont le profil de carrière nécessaire pour assumer cette fonction? On a estimé que, écoutez, il va falloir qu'on se mette à niveau, même si déjà nous connaissons déjà les b.a.-ba de notre métier. L'école du GEPSI, une belle initiative de l'avis du parrain Ngouaka Mathias. Le maire de Cocody se dit prêt à œuvrer aux côtés du GEPSI pour une presse ivoirienne professionnelle et en phase avec les exigences du métier. Dans notre vision, la presse a une part importante. Chaque fois qu'on nous fera appel au niveau de la mairie, nous répondrons pour donner ce que nous pouvons pour les aider à continuer. Face à Zio Moussa, le formateur de cette première session de l'école du GEPSI, une quarantaine de rédacteurs en chef et secrétaires de rédaction. Autour du thème « Exigence des fonctions de secrétaire de rédaction et rédacteur en chef dans un journal », ces responsables des rédactions ont été instruits. Ils ont pu, pour ainsi dire, remettre au goût du jour leurs connaissances. À l'étranger, depuis quelques mois, l'armée allemande a significativement renforcé sa présence au Mali avec l'arrivée de 8 hélicoptères et surtout de plusieurs centaines d'hommes au point de constituer le plus gros déploiement de la Bundeswehr à l'étranger. Cet engagement s'inscrit dans une volonté de Berlin d'assumer plus de responsabilités au plan international. L'Allemagne est désormais l'une des nations phares de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, forte de 12 000 hommes. Un policier a déjoué une attaque suicide dimanche soir à Constantine, dans l'est de l'Algérie. Un kamikaze muni d'une ceinture d'explosifs aurait tenté de pénétrer dans un commissariat. Au moment de l'attaque, une forte explosion a été entendue près de ce commissariat du centre de Constantine. Plusieurs policiers ont été blessés, mais aucun mort n'est à déplorer. Le parquet a ouvert une enquête, a précisé la Direction générale de la Sûreté nationale. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à tous et à toutes. Merci beaucoup à vous. Merci Maïsako. Maïsako, je rappelle qu'il est 6h45 exactement partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous pour ce premier rendez-vous des matinales qui va passer maintenant dans la sphère vérité, plus précisément Instant Vérité. Gabriel Zani sera avec nous dans quelques secondes seulement. Mais avant, Eva Amani officiellement a faim, n'est-ce pas? Oui, très très faim ce matin. Et je sais que c'est également votre cas. Vous êtes nombreux à partager avec nous votre repas matinal. On va donc se diriger vers la rubrique Petit-Déj. Alors, dites-nous tout, donnez-nous envie de manger. Alors, voilà la première photo. Voilà. Ouh là 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 là. Eva, les mots me manquent, Allez-y, commentez. Alors, c'est tout simplement un œuf au plat, mais je pense qu'il y a dessus du bacon. Il y a, dans une. Est-ce que c'est vraiment un œuf au plat? C'est pas le café caramel, ça? Oui, café caramel, je pense bien. Je pense que c'est le café caramel. Il y a une petite confusion. Les œufs allaient avoir l'air bizarre. Donc, j'avais pas vu que le récipient dans lequel il était. Donc c'est ça en fait, le café caramel. Café caramel, communément on peut dire café Lavazza caramel. Ça, exactement. C'est très bon ça. On passe au... Oui, surtout. Hein? Surtout à apporter au lit à son conjoint ou à sa conjointe. Ça fait du bien, ça réchauffe. Au sens propre comme sens figuré. Quel coquin ce Marco. On passe au second petit-déj, s'il y en a un. Voilà, c'est plutôt le faux plat à présent avec du pain juste à côté et une belle petite tasse qui doit contenir du café, du thé ou du chocolat chaud. C'est donc au bon vouloir de celui qui nous a envoyé... Et ça, c'est apporté à quel moment? Après matin bonheur. Absolument. Allez, bonne digestion à toutes et à tous. On espère et merci à Miss Ivory pour ces images. Bams, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Miss Ivory Bams, voilà, qui nous donne des conseils, qui essaie de nous aiguiller un peu dans cette sphère au niveau de tout ce qui est petit déjeuner. N'oubliez pas de nous envoyer également vos photos de petit déjeuner, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et le petit déjeuner à matin bonheur s'appelle également Instant Vérité, Eva. Exactement. Et aujourd'hui, notre brillante Gabrielle Zani va s'entretenir avec le professeur Koulibaly, président de l'Université de Mans. Il sera donc question de la rénovation
de la rénovation donc, de l'université de Mans et de toutes ces innovations. Mais cela, à quel prix? Bonjour Eva, merci à tous. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de suivre Instant Vérité dans Matin Bonheur. Elle est la 6e université publique de Côte d'Ivoire. L'université de Mans a ouvert ses portes le 6 février 2017 avec ses premiers étudiants. 429 au total selon les chiffres donnés par l'administration de cette université. Mais la première phase de construction de l'université n'est pas encore achevée. Dédiée à la formation en agroforesterie, en métallurgie, en mine, en géologie, en mécanique, l'université de Mans n'est pas encore prête. Pourquoi cette ouverture précipitée? Pourquoi ces nouvelles filières, mesdames et messieurs? Vous aurez compris. L'université de Mans veut tout simplement innover. Mais à quel prix? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau, le plateau de Instant Vérité, M. Koulibaly Lassina. Il est professeur de biotechnologie et président de l'Université de Mans. Bonjour, professeur Lassina Koulibaly. Alors, avant toute chose, pour ceux qui nous regardent, Mans est tout simplement une commune de la Côte d'Ivoire située dans la région du Tonki, tout à fait à l'ouest du pays. La construction de l'Université de Mans a pris du retard, je crois 1 an et demi de retard. Alors, pourquoi ce retard? Le retard, il faut bien situer la problématique, c'est que nous prenons la gouvernance de l'Université de Mans à partir de février, où il a été, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Liramanta Bagoriko a été nommé. À partir de ce moment, déjà, l'université connaissait un retard dans l'exécution de ses travaux. Et les raisons sont nombreuses. Hein. Il y a d'abord la difficulté au niveau des entreprises. Il y a aussi la problématique de la planification. Et donc, lorsque Madame a été nommée, qu'elle nous a demandé de coordonner l'ouverture de l'Université de Mans, il a fallu travailler même sur l'architecture. Parce que convenez qu'on avait des bâtiments qui n'avaient même pas certaines infrastructures pour pouvoir supporter une formation pédagogique. Donc, on a d'abord travaillé à cela. Il fallait rattraper donc en cours le chemin tout ce qui n'était pas parfait. Et puis après, il y a les difficultés financières des entreprises. Donc, l'État a voulu faire la promotion d'entreprises, des PME, pour pouvoir construire l'Université de Mans. Mais ce qui se passe, c'est que ce sont des entreprises qui n'arrivent pas à exécuter selon le planning de financement de l'apport public. Quelles sont les entreprises qui ont été retenues pour ce projet? Bon, je ne vais pas les nommer, mais seulement qu'il y a des entreprises de construction de routes, des constructions de bâtiments, des entreprises pour comme on appelle, réaliser la restauration. Toutes ces entreprises connaissent des difficultés, n'arrivent pas à répondre financièrement. Mais vous devez avoir quand même une raison. Vous, en tant que président de l'Université de Mans. Nous arrivons en tant que président de l'Université de Mans. Qu'est-ce qui se passe? Là où ça coince? Là où ça coince, nous proposons. Nous proposons, notre rôle, c'est de proposer, d'avoir une dynamique constructive pour que l'université atteigne ses objectifs. Mais déjà, à la base, les choix des entreprises, la coordination des travaux pose un problème. Bon, donc, alors, nous, quand nous sommes arrivés, en tant que président d'institution, et bien avant, lorsque Madame le ministre nous a demandé de préparer l'ouverture pédagogique, nous avons eu à élaborer des maquettes pédagogiques, nous avons mis tout ce qui était nécessaire pour qu'à l'instant T de l'ouverture, nous puissions être opérationnels. Oui, c'est vrai, c'est bien beau de pouvoir préparer les maquettes pédagogiques et tout cela, mais en même temps, l'université, ce sont les bâtiments, ce sont les infrastructures. Selon nos recherches, la cité universitaire traîne, les logements ne sont pas terminés, la restauration, les infrastructures de restauration et tout cela ne sont pas terminés. Alors, pourquoi mettre les étudiants dans un tel contexte, dans une telle condition d'apprentissage? Vos données sont réellement exactes. En disant que la restauration n'est pas terminée, c'est vrai. En disant que l'hébergement n'est pas terminé, c'est vrai. Mais vous savez, pour pouvoir proposer une date d'ouverture d'une université, il y a des services techniques qui ont été en charge des travaux. Il y a le programme de décentralisation des universités qui est rattaché à la primature. Il y a le Bureau national d'études techniques et de développement qui est le BNET, qui coordonne tout ça. Eux nous donnent des projets de date. Ils nous disent dans 2 semaines, on pourra être prêt. Mais nous, quand on nous dit dans 2 semaines, on pourra être prêt, l'opérationnalité, c'est d'être prêt dans 2 semaines. Et donc, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais au regard de ce qui avait été déjà élaboré en termes d'infrastructures pour l'enseignement, nous avons redimensionné les effectifs qui devaient être orientés. Donc, nous sommes passés dans un projet de base de 3000 étudiants à un projet de 500 maximum. Nous sommes à 429 étudiants. Donc, ce qui est réalisé en termes d'infrastructures pédagogiques
est capable de supporter les enseignants. La question que Maintenant, je pose... l'aspect social que vous avez abordé. Non, professeur, la question que je pose, c'est vrai. Vous êtes prêt de façon pédagogique. Vous avez revu toutes vos propositions, vos suppositions au rabais. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, pourquoi mettre les élèves, les étudiants, pardon, dans de telles conditions de travail? Il n'y a pas de restauration. Même le transport. Je crois que l'université, selon nos recherches, se trouve à 6 ou 7 km de la ville de Mans. Oui. Alors, comment, manifestement, les étudiants peuvent se déplacer pour arriver C'est tout à fait juste l'aspect social que vous abordez. Mais je vous disais qu'en face de ces problèmes sociaux, nous avons dressé une stratégie qui a consisté à associer à la base les communautés locales en termes des villages de proximité pour dire que l'université va ouvrir dans un premier temps. Il va falloir exprimer une action sociale, héberger les étudiants le temps qu'on termine le processus de construction. Parce qu'au moment où nous projetons l'ouverture, il n'était pas dit que l'hébergement ne serait pas terminé. On nous avait donné 2 semaines pour dire dans 2 semaines c'est terminé. Donc, mais dans 2 semaines, manifestement, ce n'est pas terminé. Oui, on voit que ça va de 2 semaines en 2 semaines. Vous avez parfaitement raison. Mais à côté de cela, nous avons donc démarché, nous sommes allés vers le clergé catholique. Nous avons constaté que l'ONUCI, les agents de l'ONUCI qui se libèrent, avaient un dispositif technique qui était là, qui pouvait supporter jusqu'à 1000 étudiants. Et donc, nous avons proposé à la tutelle, qui à son tour propose, parce que ça ne se fait pas sans financement, ça ne se fait pas sans études techniques. Oui, oui. Et donc, ces structures-là sont en travail pour pouvoir donner les éléments de réponse idoines. De cette émission, nous avons donné instruction dès ce matin d'enregistrer toutes les candidatures pour rentrer en résidence universitaire. Parce qu'il faut le signaler aussi, c'est que l'étudiant, il faut d'abord qu'il finisse son processus d'inscription. C'est quand il a fini, il postule pour pouvoir rentrer en résidence universitaire. Donc si vous demandez... non. Vous ne pouvez pas donner cet argument-là. Tout au plus, sont les formalités administratives pour rentrer, pour s'inscrire, pour rentrer aussi en cité, et tout cela, c'est tout au plus 3 semaines, 1 mois. Nous avons été tous des étudiants. Oui. On n'est jamais rentré au CRU d'Abidjan en 3 semaines. Ça, vous pouvez le reconnaître. Mais c'est une nouvelle université. Il n'y a pas aussi de grosses infrastructures. Il n'y a pas aussi, je veux dire, un gros aménagement à faire. Hein? Oui, mais en fait, ce dont nous parlons, ce n'est pas la résidence qui était en construction qui reste à terminer. C'est de nouveaux choix que nous opérons pour répondre à la faiblesse des entreprises. Donc, vous faites des propositions. Mais maintenant, est-ce que ces difficultés que vous rencontrez au quotidien, est-ce que ces difficultés-là sont sur la table des autorités? Nous avons bonne conscience que ça est sur la table des autorités puisque nous l'avons transmis à notre tutelle qui l'a transmis à qui de droit. Donc, nous attendons les retours de réponse pour pouvoir être opérationnels. On connaît très bien le milieu des étudiants. Quand ça ne va pas tout de suite, on commence à grogner. Est-ce qu'avec toutes ces difficultés-là, on ne va pas vers même la fermeture même de l'université? Non, on ne pourra pas parler de fermeture. Je pense que il faut voir l'université de Mans comme un pôle de développement où tous les fils et les cadres de la région appelaient de vivre voir sa création. Et donc, nous avons, même si l'État est en train d'étudier les possibilités que nous avons signalées, nous avons quand même des approches où des autorités viennent nous rencontrer pour nous faire des propositions. Mais nous proposons à notre tour, puisque ça demande forcément un minimum de financement pour pouvoir répondre. Et nous pensons que nous pouvons répondre en ayant, je ne vais pas dire le mois pour ne pas avoir de fétichisme de date, mais dans les 2 mois au maximum, nous allons avoir des éléments de réponse. D'accord, on va aborder un autre aspect. Vous avez ouvert à minima. Est-ce que vous disposez déjà de tout le matériel nécessaire pour au moins former les étudiants sur 3 mois, à court terme? Est-ce que vous avez tout, le matériel informatique, enfin tout ce qui va avec? Le matériel, en fait, je reviens pour vous dire que nous avons planifié tout ça. Et nous avons discuté avec les acteurs. C'est le programme de décentralisation des universités qui est à charge de payer les équipements. À la rigueur, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'est qu'utilisateur. Nous avons exprimé qu'en ayant 1 mois, après avoir fait les cours magistraux qui ont été donnés déjà, après avoir fait les travaux pratiques, les travaux dirigés, nous passons aux travaux pratiques dans 1 mois. Oui. Et le PDU nous a donné l'assurance de nous disposer les 50 ordinateurs utiles pour faire les salles de TP en 1 mois. Donc nous n'avons aucune raison... Est-ce que les 50 ordinateurs sont là? Ils nous ont dit qu'ils vont les donner. Non, nous n'avons aucune raison de douter. Est-ce que les 50 ordinateurs sont là et est-ce que ces ordinateurs sont installés dans les salles de classe? Le PDU nous dit, je vous précise, dans la gestion, la gouvernance de l'Université de Mans, il y a plusieurs étapes. Le PDU est en charge de la construction, est en charge de l'équipement. Nous, enseignement supérieur, exprimons notre besoin dans un délai donné.
nous avons dit que fin avril, c'est la fin du premier semestre des enseignements à l'Université de Mans. Donc nous disons, nous avons fait les cours magistraux, nous avons fait les travaux dirigés. Dans 1 à 2 semaines, nous avons besoin du matériel informatique nécessaire pour faire les travaux pratiques. Ils nous donnent l'assurance, nous n'avons aucune raison de douter jusqu'à cette date. Maintenant, si à cette date, il y a un problème, nous allons aviser. En fait, non, les ordinateurs ne sont pas encore là. Je réponds oui. Non, il n'y a pas de discussion. Les ordinateurs ne sont pas là, moi, je les ai pas ne vus. sont même pas installés. Donc, vous avez commencé les cours magistraux. On va voir les TD, les travaux dirigés. On a fini les travaux dirigés. Alors, donc, les travaux pratiques, maintenant, comment on fait? Les travaux pratiques. Ça encore, c'est une problématique qu'il faut résoudre. Je suis parfaitement d'accord avec vous. D'accord. OK. On va parler rapidement des filières. Quelles sont les filières avec lesquelles vous avez débuté? Nous avons ouvert avec 2 troncs communs. Tronc commun en sciences et technologies, tronc commun en sciences biologiques, géologiques et minières. Et nous avons des classes préparatoires. Parce que l'Université de Mans, en dehors d'avoir la filière classique universitaire, renferme des grandes écoles. Donc, il faut passer par une classe préparatoire avant d'avoir accès à ces écoles-là. D'accord. Formation en agroforesterie, en métallurgie, en tourisme, en mine et géologie. Bon, toutes ces filières, pourquoi? Expliquez-nous un peu. Pourquoi cette, je vais dire, spécialisation ou encore cette spécificité des filières? La spécificité des filières à Mans se justifie par le fait que l'université même est établie dans un environnement, on va dire, géologique propice à ce type d'études. Vous savez que c'est une zone minière très importante. Et donc, en formant des cadres et des techniciens pour répondre à la problématique de l'exploitation minière, c'est d'abord faire l'adéquation entre la formation et l'emploi. L'employabilité, c'est résolu là. Et lorsque vous parlez de tourisme, vous parlez d'hôtellerie, ce sont des formations de type spécialisé de niveau L3, c'est-à-dire on ne prendra pas en première année pour faire de l'hôtellerie jusque-là. On pourra prendre par exemple quelqu'un qui a fait une formation en anglais et dont nous avons besoin des compétences pour pouvoir faire une meilleure exploitation de notre tourisme, faire une formation complémentaire. Et là, toutes ces formations vont par exemple se passer à l'Institut de développement des territoires, qui est vraiment la toute première institution dans notre pays qui répond à cette problématique. Maintenant, relativement aux écoles techniques. Oui. Les écoles techniques sont faites pour pouvoir répondre à une ressource humaine compétente dont ne disposent pas les entreprises qui sont déjà établies en Côte d'Ivoire. Donc, la combinaison de facultés, de grandes écoles et tout cela. Voilà, alors, le personnel enseignant, qu'en est-il? Le personnel enseignant, nous avons recruté, avec un processus, on va dire, innovant, nous avons recruté 28 assistants et nous avons en appoint des enseignants de grade A pour soutenir la formation, c'est-à-dire des enseignants de type maître de conférence, professeurs titulaires, pour donner les enseignements de cours magistraux. Alors, donc, nous trouvons à peu près à une quarantaine. Pour 429 étudiants, nous avons un meilleur taux d'encadrement pour l'Université de Mans, qui se veut, selon la projection même de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, un modèle que nous devons pouvoir implémenter. Vous êtes optimiste, n'est-ce pas? Pour tout ce qui est aspect pédagogique, aspect technique, je suis optimiste. Maintenant, tous ceux qui sont impliqués dans la construction, qui sont impliqués dans les équipements, doivent pouvoir être opérationnels. Il faut éviter que l'université paraisse comme une épicerie. L'université a ses spécificités et les acteurs qui doivent être engagés à pouvoir donner les réponses pour éviter ce que vous avez dit au départ, qu'on se retrouve avec des étudiants qui veulent se révolter d'abord avant de pouvoir trouver des solutions. Bien, donc il faut trouver des solutions. Vous êtes le président de l'Université de Mans. Alors, le coût global de l'université, c'est 184 milliards de francs CFA, n'est-ce pas? Je n'ai pas ce chiffre parce que c'est le PDI qui en est la responsabilité. Ce sont les chiffres qui nous ont été donnés par votre administration. D'accord. Voilà. Donc, 184 milliards de francs CFA, on estime que ce fonds-là sera attribué vraiment pour permettre aux étudiants de travailler dans de meilleures conditions. Alors, donc, l'Université de Mans veut donc la formation des étudiants en agroforesterie, en mine, en énergie, en géologie et en métallurgie, des spécialités qui correspondent, comme vous venez de le dire, aux potentialités de la région du Tompi et plus exactement aux besoins d'expertise du marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Instant Vérité. C'est la fin de ce cap sur l'Université de Mans. Restez avec nous. Je vous laisse en compagnie d'Eva et de Marco. Matin Bonheur se poursuit. Merci beaucoup, Gabriel Zani, après cette interview concernant l'éducation, bien sûr. L'Université de Mans remplie de promesses. Et on espère que toutes ces promesses seront tenues et que nos jeunes frères étudiants pourront s'épanouir dans un cadre globalement satisfaisant. Il est exactement 7h02 à Diekabo, en bateau, à Timélecroix, à Béoumi, partout en Côte d'Ivoire, 1 heure de plus en France. Et tous ceux qui nous regardent, on aimerait saluer toute la diaspora et leur dire que Matin Bonheur
1h15. Eva Amani Adjo est avec nous. Exactement, merci Marco. C'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous allons à présent prendre langue avec Monsieur Marcel Ziaga, qui est déjà passé sur ce plateau et qu'on prend beaucoup de plaisir à retrouver ce matin. Vous le savez, avec lui, c'est l'économie et il sera question de gestion de son budget. Je sais que ce sujet intéresse pas mal de personnes parce que ce n'est pas toujours évident de gérer ses finances et donc gérer l'argent qu'on a à disposition. Monsieur Ziaga, bonjour. Bonjour Eva. Bonjour. Bonjour Marco. Jingle. Soyez chômeur, en activité, à la retraite, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, que vous soyez, franchement, en tout cas que vous soyez vivant, c'est quoi un budget? Comment le gérer? Et puis, qui a droit au budget? C'est tout ce qu'on va aborder tout au long de ces environ 25 minutes qui nous séparent de la fin de cette émission. Monsieur Ziaga, bonjour. Alors, première question, pour faire vraiment simple, comme on en a l'habitude ici, définissez-nous le budget, s'il vous plaît. Le budget, on va dire que c'est juste la traduction chiffrée d'un projet qu'on a, d'un fonctionnement, ou bien d'une action qu'on veut mener. Voilà, donc c'est juste voir ça comme cela, que c'est une traduction chiffrée, c'est-à-dire le projet qu'on a, on le met en chiffres. Hein, ce qu'on veut réaliser, on met en chiffres. Voilà, c'est juste là le budget. Voilà. C'est cela le budget. Voilà. Et pourquoi il faut établir un budget et comment le faire? Oui. Il faut établir, c'est pour éviter de naviguer à vue, en fait. Voilà, parce qu'on veut juste avoir le contrôle de nos finances, on veut maîtriser nos finances. Alors, intelligemment, on établit un planning, on appelle un budget. Voilà. Il faut rappeler que le budget, en fait, il est prévisionnel. Voilà, on ne dit pas, voilà, j'ai pris 500 000 francs à la banque, madame, viens, chérie, viens. On commence à faire les répartitions. Forcément, il y aura des bruits là, parce qu'il faut préparer ça avant. Donc, ça, c'est prévoir. Voilà. Toujours prévisionnel. Voilà. Donc, c'est le lieu d'établir, de faire le point de tout ce dont on aura besoin. Voilà. Il faut faire sur la différence entre les besoins déjà et les désirs. C'est important. Les besoins, ça va recouvrir ce qu'on appelle l'abri, c'est-à-dire le logement et tout ça, et les vêtements, ainsi que la nourriture. La nourriture, troisième point. Et maintenant, les désirs, ça c'est autre chose. On voudra peut-être acheter un pantalon de tel prix ou bien aller faire un dîner pendant le mois à tel hôtel ou tel restaurant, tout ça, c'est des désirs. Mais il faut d'abord cibler, évaluer déjà tous ces moyens-là. Voilà. Et passer maintenant à une deuxième étape qui est justement définir les charges, sinon les dépenses qui vont impliquer la mise en œuvre de tout ce que je viens de citer. D'accord. Voilà. Et ensuite, on va les lister, on va bien les cadrer. Mais il revient à la question de savoir combien je mets dans la répartition exacte. Voilà, parce qu'il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs experts, chacun vient avec sa méthode. La méthode 50-50, la méthode 20, comme ça. Mais ce que je propose ici, c'est plutôt, il faut faire comprendre à celui qui va au budget qu'il y a 3 niveaux. On a déjà parlé de l'endettement ici. Quelqu'un qui même du surendettement. Voilà, quelqu'un qui est surendetté, quelqu'un qui est endetté, et quelqu'un qui doit sortir de ce lot-là, de ce gouffre-là. Voilà, donc il faut prendre en question toutes ces choses-là. Savoir ton état, ta situation financière exacte. C'est-à-dire quand tu fais tes dettes, quand tu fais tes actifs et tout, pour voir exactement combien tu vaux réellement. Ça, c'est très important de savoir parce qu'il ne faut pas appliquer la méthodologie ou bien les principes d'un expert qui a dit qu'il faut épargner 10%, il faut faire 20% ici, 80%. Non, non, non. Ton état situationnel. Et après ça, voir quelle méthode exactement correspond à ta situation. Ça, c'est très important. Il ne faut pas aller à n'importe quelle école au niveau de la classification. Généralement, ce que vous dites, moi, ça change de ce qu'on entend souvent parce qu'on a l'impression que le budget, c'est quand on a l'argent là, ikek nun, comme on dit en philosophie, là, maintenant, et quand on commence à établir le budget. Non, le budget, c'est la prévision, c'est prévoir. C'est-à-dire, et là, moi, j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Hein. Comment ça se passe? On appelle madame quand on est en couple ou bien quand on est seul, on dresse une liste, un papier, voilà mes prévisions, voilà ce que je vais avoir comme salaire, comme on dit en Côte d'Ivoire, gombo, c'est-à-dire des entrées inattendues. Comment ça se passe concrètement? Comment on établit son budget? Concrètement, sur ce plateau, je vais dire qu'on a l'avantage de parler encore d'éducation financière, d'intelligence financière. L'argent, ne pas aborder l'argent avec vos pulsions, vos émotions. Réfléchis, voilà. Il s'agit de compter quelque chose. J'ai besoin de 200 francs pour acheter quelque chose. Il me faut 100 francs, 100 francs. Ça fait 100 francs plus 100 francs, ça fait 200. On calcule, on a la tête là.
On n'est pas dans la boisson ou la drogue ou quoi. On est lucide. On est assez lucide. C'est comme ça qu'il faut aborder l'argent. Dès qu'on aborde avec nos émotions, c'est fini. Donc, on s'assoit avant et voilà, le mois prochain, voilà, soit je suis seul ou avec madame. Donc, si je m'adresse aux mariés, aux non-mariés, aux élèves et tout, aux étudiants, voilà. Je sais que le mois prochain, je peux avoir une entrée par rapport à un petit revenu que j'ai ici, peut-être un salaire de 50 000. Je mets 50 000, ça fait partie des revenus. Je peux encore créer quelque chose comme un gombo encore quelque part, ça me fait 25 000. J'ai lu tout ça. Gombo, il faut expliquer. Il faut expliquer, bon, parce que justement... Pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, Gombo, Eva peut mieux expliquer ça. Ce sont des petits, on dirait des petits deals qu'on fait. Bon, ça diffère selon les domaines. Chez les animateurs, quand on parle de Gombo, c'est animation, de cérémonies, de galas, etc. Mais dans d'autres domaines, j'imagine que les Gombos, c'est autre chose. Donc, ce sont des petits deals additifs qu'on fait en plus donc, de notre salaire. Donc, j'estime que j'aurai ça et ça. J'ai listé ça déjà. Et avec ça, j'aurai des dépenses aussi. Parce que ce n'est pas seulement les revenus. Il y aura des dépenses. Je pense que je vais m'acheter ça. Je pense que pour l'inscription que j'ai, il y a une partie à payer. Je pense que pour la dette que j'ai, tu vas lister aussi ces dépenses-là et tout. Et maintenant, cette fiche-là, tu la gardes très bien. Soit tu l'affiches, tu l'accroches dans ta chambre ou je ne sais pas, sur ton miroir. Mais tu tiens compte de cette fiche-là. Il faut l'avoir sous les yeux. Oui, parce qu'en fait, elle donne une direction à tes finances. C'est la feuille de route. Voilà. Elle donne une direction à ton argent. Voilà. Parce que, comme j'ai dit, il ne faut pas naviguer avec. Donc maintenant, il faut tout mettre dessus. Il ne faut pas cacher certaines dettes. Il faut tout mettre. Même quand ça fait mal, ça fait peur, il faut tout mettre dessus. Il faut tout mettre. Mais quand on est en couple également, il y a des choses qu'on a peut-être envie de cacher. Voilà. Ah bon? J'imagine pour les hommes, notamment les frais des maîtresses, par exemple, on va pas les afficher sur je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà, on a voulu peut-être ce thème un peu plus global. Sinon, on voulait centrer sur la question du budget familial. Il faut rappeler, en couple aussi, quand vous êtes en couple, effectivement, c'est ce qu'on dit. Il ne s'agit pas, ça c'est peut-être un autre débat. On va parler des budgets familiales avec madame et tout. Mais il faut être sincère pour dire que c'est ce que toi tu apportes, ce que madame apporte qu'on associe. Il ne faut pas cacher son salaire à madame. Ça, c'est un débat. En fait. Voilà, mais il faut vraiment qu'on sache qui apporte quoi. Voilà, justement. Voilà. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Voilà, oui, parce qu'il ne s'agit pas de dire budget familial, chaque séminaire, on est là-bas avec madame, puis on casse certaines choses. Qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que j'apporte? De sorte qu'en fait, lorsqu'on est coincé dans ce budget-là, madame, c'est à la minute qu'elle ne peut pas te demander ceci, cela, parce qu'elle sait à combien tu es payé, je ne sais pas. Voilà, mais quand tu caches, tu ne sais pas. Mais tu vis comme tu veux. Moi, je sais que tu as beaucoup d'argent. Je me dis que tu as les moyens. Donc, si je ne me dirai pas que je suis matérialiste, non. Exactement. Parce que je sais à peu près ce que tu dépenses. Voilà, tu dépenses, donc je peux te dire, ouais, mais achète-moi cette chaîne-là, tu n'as pas à crier. Parce qu'effectivement, tu ne veux pas déclarer. Donc, je m'appuie sur ce que je sais. Voilà, donc il faut être concret, assez concret et pragmatique. Vraiment, donc, on établit tout, on établit tout, on écrit, voilà. Et on a ça sous nos yeux. Et lorsque les revenus commencent à rentrer, alors, on a cette feuille de route là, oui. J'avais prévu de m'acheter ça. Effectivement, ça rentre en ligne de compte. J'avais prévu, oui, ça devait rentrer. Voilà, d'accord, c'est rentré. Alors, j'élimine au fur et à mesure. Voilà. Et on suit cette feuille de route là. Ce n'est pas établi pour rester. Quand cette feuille de route n'existe pas, voilà ce qui se passe généralement. Il n'y a pas de budget. On va à la banque, on prend notre argent. Je ne dis pas de ne pas être gentil avec tout le monde. Il faut le faire, c'est intéressant. Mais il faut planifier des choses. Tu vas sortir, la caissière a déjà donné ton salaire, tu as pris, elle a souri un peu, ah, c'est pour toi. D'accord, ça c'est bon. On sort, le vigile qui est au portail, celui-là, il est tellement, il est vraiment, je le trouve un peu pâle. Tiens, la bandeau de banane qui est sur la route, je trouve que ce truc ne marche pas trop bien. Tiens, tu vas au bureau avec cet argent, l'after-work aussi. Des trucs comme ça, parce qu'il n'y a rien qui soit planifié. Je ne dis pas, même ce que tu es en train de donner au vigile, à la caissière, c'est des choses que tu peux planifier. Aujourd'hui, vraiment, la caissière, elle est très bonne, elle est appréciable, elle est rapide. Moi, je peux lui donner ce que... Tout, il faut prévoir ces choses-là. Je dis que des choses qu'on fait spontanément, c'est vrai, mais il ne faut pas prendre le salaire et déjà, sans prévision, commencer à dépenser. Forcément, tu seras coincé quelque part. Voilà, donc, tout est prévu intelligemment et voilà. Donc, établir son budget avec beaucoup de méthodes, qu'on soit chômeur, retraité, jeune, en quête d'emploi, tout ça, il faut à tout prix mettre ça sur papier. Comment dire ça? Avoir une méthodologie, ça c'est notre mot, ça. Avoir une méthodologie, une feuille de route, et là après, est-ce qu'on est... L'objectif c'est quoi? Respecter à 100%, à 80%, mais faire en sorte que ce soit progressif. Oui, c'est de faire en sorte que ce soit progressif. L'idée, c'est qu'on l'établit pour pouvoir respecter, en vue de contrôler, d'avoir la maîtrise sur nos finances.
Maintenant, c'est aussi dans l'objectif de pouvoir savoir exactement qu'on a des économies, faire des économies, voilà. Voilà, parce que j'ai établi un budget, mais je me rends compte qu'après, la réalité s'impose. Et après avoir utilisé ce que j'ai comme revenu, les dépenses sont faites, j'ai quelque chose qui se dégage que je peux peut-être épargner. Ou bien je me rends compte que vraiment j'ai maîtrisé mes finances et tout. Mais il faut dire que le budget aussi est fait à partir de ce qu'on appelle des historiques. Voilà, parce que par rapport à quoi je prévois telle dépense, c'est par rapport à cette historique. Voilà. Donc, si j'étais surendetté, voilà. je fais tout pour être seulement endetté, ensuite de suite et après sortir la tête de l'eau. Oui, mais aussi savoir que mes factures me coûtent tant, les factures passées m'ont coûté ceci. Donc je pense que dans la même gamme, comme c'est les mêmes matériaux que j'ai et c'est la même consommation, ça va me coûter tant. Donc par rapport à ça, ces historiques-là, j'établis. Voilà mon budget. Voilà. Alors vous avez parlé de contrôle, vous avez parlé de maîtrise justement. J'aimerais savoir si le moyen de paiement qu'on s'octroie a une influence sur la maîtrise qu'on peut avoir sur nos finances. Par exemple, est-ce qu'il faut privilégier les paiements liquides? Est-ce qu'il faut préférer les prélèvements? Est-ce qu'il faut préférer le chèque? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à signer des chèques plutôt facilement. Est-ce que le moyen de paiement qu'on s'autorise a une influence sur ces choses-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, on est dans une économie qui évolue. On parle du numérique maintenant. Voilà. Tu vas voir dans certains États, comme le Canada ou les États-Unis, il y a des gens vont à ce qu'on appelle des systèmes qui sont pratiquement comme des systèmes virtuels qui jouent le rôle pratiquement d'un gestionnaire pour vous. Voilà, je prends des exemples comme Main.com. Juste, vous avez une application, vous avez votre ordinateur, votre smartphone, et vous prévoyez déjà le mois prochain, voilà ce que je veux faire et tout. Et depuis là, ce que j'appelle automatisation même de vos finances, c'est très important. De plus en plus, il faut s'orienter là. Votre employeur vit votre argent sur votre compte, c'est le compte chèque. Ce compte chèque-là, avec la banque, vous pouvez décider de, voilà, chaque fois que mon argent est viré là, mettez cette somme-là à mon compte d'épargne, mettez ça à mon compte d'investissement. J'ai des chaînes câblées, mettez ça pour payer. Peut-être j'ai le courant, l'eau, l'électricité à payer, on peut peut-être trouver des comptes et faire. Et donc, votre argent est viré, automatiquement, ces choses-là se font. Voilà. Parce que, en fait, quand vous prenez l'argent directement comme ça à la main, venir faire ces choses-là sur des courses encore, il faut aller dans tel centre, voilà. Mais vous avez tout en un seul lieu et ça se pilote tranquillement, au point que vous n'êtes pas agité à la fin du mois. Parce que lorsque l'argent est viré, l'argent est orienté. Voilà. On parle, M. Ziaga, de façon globale comme ça, mais qui est habilité à avoir un budget? Est-ce que le chômeur, celui qui ne travaille pas, ou bien l'ancien combattant, ou bien celui qui est à la retraite, est-ce que tout le monde peut se payer, je vais dire ça comme ça, le luxe de se faire un budget, de se confectionner un budget? Oui, pour le budget, on n'a pas besoin forcément d'avoir un tel statut ou quel statut, je ne sais pas. C'est juste l'orientation intelligente, en fait, c'est-à-dire d'intelligence financière. C'est-à-dire que j'ai besoin de ça, effectivement, de cette feuille de route pour avancer, que je sois élève, chômeur, voilà. J'ai une dépense à faire, je prévois. Voilà. Justement, le cas de l'élève, par exemple. L'élève. Oui, son argent de poche. On va prendre là, j'ai peut-être l'élève. Voilà. Je sais que mon argent de poche, peut-être c'est 5 000 francs le mois, ou bien, je ne sais pas, 200 francs par jour, mais je peux faire des provisions par rapport à ça. C'est-à-dire, déjà, peut-être par rapport à ces petites courses que moi je vais faire, je vais chaque fois m'aider papa pour dire que je vais acheter ceci, cela. Mais chaque fois, donc 5 000 francs par mois, je sais que j'ai besoin peut-être de 3 000. Je vais peut-être prévoir ça sur 3 mois. Si je peux par mois dégager dans les 5 000, m'arranger pour avoir 4 000 francs que je peux dépenser sur tout ce mois, puis garder 1 000 francs. 1 000 francs sur 3 mois, j'ai 3 000 pour acheter ce que je veux acheter, pour réaliser. Dans nos traditions africaines, on a un rapport difficile avec l'argent. Dans des couples, par exemple, je suis en couple avec Eva, on a un enfant, et Eva, par exemple, veut que l'argent soit un peu sacralisé, il ne faut pas donner l'argent. Alors que le père, il veut, par exemple, donner l'argent à son enfant pour que l'enfant soit tout de suite, très tôt, habitué à gérer son argent. Comment on fait? Comment vous arbitrez ça? Oui, mais maintenant, il faut faire comprendre aux parents qu'il faut désacraliser l'argent. C'est vrai qu'on ne parlait pas de l'argent autour de la table à manger. Voilà, dès que tu commences, non, tu penses que l'argent se ramasse ou bien l'argent tout le temps. Voilà, mais les enfants doivent savoir. Voilà. Je disais sur le plateau qu'on apprend aux gens à traverser une route, à savoir comment doter madame et tout ça, même pas comment gérer l'argent. Ça, c'est dangereux. Il faut apprendre à gérer à l'enfant. Voilà. Déjà, comment tu sauras que ton enfant est avare, ton enfant est dépensier, si tu ne peux pas lui donner de l'argent pour aller à l'école? Voilà. Une fille qui est déjà au CE2, CM1, ou bien un élève, on peut lui donner de l'argent. Tu estimes par exemple que 100 francs, c'est bon pour qu'il mange à l'école. C'est bien, 100 francs, mais donne-lui 200. Et le soir, quand tu rentres,
Faites les comptes. Mamie, je t'ai donné 200 francs. Qu'est-ce que tu en as fait? Ah, papa, à l'école, voilà. On était à l'école et j'étais avec Christelle. Elle a dit qu'on pouvait acheter Yahoo 150. Tu comprends déjà qu'elle se laisse influencer. Ce n'est pas parce que Christelle a décidé. Aujourd'hui, on a des gens comme ça qui sont orientés par Christelle, par Mémé, jusqu'à... Ils sont dans leur fonction, ils travaillent. C'est des filles qui sont cadres aujourd'hui, mais qui vivent par mimétisme parce que la voisine a acheté une robe comme ça, un talon comme ça, ils font ça. Parce que cette habitude-là est restée depuis l'enfance. Ou parce qu'on a dit d'aller manger Yahoo, on va manger Yahoo. Parce que Christelle a dit d'aller prendre ça, on va ça. Et dans la société, tu vis comme ça. Tu es rythmé comme ça. Voilà. Donc, très tôt, on peut apprendre ça à l'enfant. Donc, quand tu reviens de l'école, non, tu n'as pas fait ça. C'est ce que tu voulais manger? Est-ce que c'est ce que Christelle a dit? Non, 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 moi, je voulais autre chose, mais comme c'est... Non, non, déjà, tu commences à corriger ce temps. Voilà. Maintenant, le compte. Elle avait 200 francs, elle te ramène 50 francs. Ah, c'est bien, elle n'est pas dépensière. Qu'est-ce que tu en fais? Non, je mets dans ma caisse. Déjà, puis savoir que l'enfant est avare, dépensier, ou se laisse influencer par... Voilà. Tu peux déjà corriger ces choses à chaque fois comme ça que dans les comptes que tu fais avec l'enfant. C'est comme ça que l'éducation financière de nos enfants commence à la maison sur des petites choses, dans des petites classes. Ça nous donne déjà des idées du caractère que l'enfant aura face à l'argent. On parle beaucoup de prévision, on parle de contrôle, etc. Est-ce qu'il faut raisonner en termes mensuels ou annuels pour nos prévisions? Est-ce qu'il faut faire les prévisions chaque mois ou pour l'année? J'imagine que quand on fait les prévisions à l'année, ça nous permet, en cours de route, d'anticiper et puis pourquoi pas de corriger certaines erreurs qu'on aurait pu laisser passer les mois précédents. Mais quelle est la véritable, la bonne façon de faire? Pour ma part, je pense que mensuellement, ça ira pour les couples, même les individus qui sont seuls. C'est déjà mensuellement, ça ira pour, je le dis à cause de l'instabilité, pas politique, mais juste au niveau professionnel. Voilà, il y a toujours des mutations, il y a toujours une société qui est en difficulté. Donc, or, tu t'es peut-être calé sur le revenu que tu as par rapport à une société dans laquelle tu es, et bien qu'il y a des difficultés peut-être 7-6 mois après, alors que tu as fait une prévision. Voilà. Alors que quand c'est mensuel, tu as une forte maîtrise déjà. Voilà, c'est plus rapproché, voilà, et tu as une bonne vie. Mais il faut le faire, on peut le faire sur l'année, ça dépend. Si c'est une entreprise dans laquelle tu sais. C'est préférable de le faire sur l'année. Voilà, sur l'année. Alors dites-moi, Monsieur Ziaga, quelle est la différence? Ça, c'est une question d'un des fidèles de Matin Bonheur. Quelle est la différence entre vouloir à tout prix bien gérer son budget et être avare? Être avare, c'est juste qu'en fait, on a les moyens, mais on ne veut pas déjà dépenser. Voilà. Et ça, c'est dommage. Voilà, j'ai les moyens de m'assurer un bien-être, par exemple, d'avoir un costume décent, parce que par rapport à ma profession, mais c'est cher, je trouve que c'est cher, alors que c'est cette gamme de costumes qu'il faut. Et c'est ça qu'il faut. Et je trouve que c'est cher, alors je ne veux même pas dépenser. Voilà, à la limite, même quelqu'un peut aller parce qu'il négocie le prix, pas parce qu'il est avare. Mais il ne veut même pas. Il le contraint même à dire non, il faut costume, on ne veut pas même. C'est vrai que c'est la profession, mais je veux. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Voilà. Voilà, ça des chemises ou bien, je ne sais pas. Ça, vraiment, c'est quand même une maladie. Quand même. Oui, et moi j'en connais, il y a des personnes pour enlever un franc, on a l'impression qu'ils enlèvent un clou, quoi. Que le portefeuille est fait en lame, qu'ils ont peur même de se blesser, de toucher au portefeuille. C'est impressionnant. L'argent est fait pour circuler. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut... Voilà, on parle d'épargne, on parle d'économie, mais il faut vivre. C'est pourquoi j'apprécie plutôt le principe 50-20-30. 50-20-30. 20-30 de Elizabeth Warren, qui est, elle est quoi? Sénatrice à Massachusetts. J'apprécie ce plan-là. 50%, 50% qu'elle appelle les must-have, qui sont un peu des dépenses incontournables. Loyer, tout. Pour d'autres même qui sont peut-être des religieux, la dîme et tout. C'est incontournable. Si tu as fait, tu as 100 000 francs par mois, 50 000 francs maximum dans ce palier-là. Maison, électricité. De sorte que si tu n'as pas l'électricité, tu ne pourras pas voir clair. On va t'enlever les... Tu ne payes pas l'eau, c'est difficile. Nourriture, la nourriture, tout ça, c'est difficile. Voilà, tout. Voilà, 50 000 francs, pas plus, pas 51, pas 50 500, 50 000. 30%, parce que ce n'est pas une éducation financière qu'on fait. Je vois des gens parler d'éducation financière, mais serrer la ceinture. Il ne s'agit pas de serrer une ceinture.
de dire aux gens comment sagement, intelligemment organiser leurs finances. De sorte que s'ils aiment leur crème glacée, ils continuent de le faire, mais peut-être des réduits, c'est tout. Mais pas serrer une ceinture au point d'être sacrifié. Non, ce n'est pas de cette intelligence financière-là qu'on parle en fait. Faut que les gens... Donc du coup, 20% et 30% pour ce petit plaisir que tu te fais avec madame, sortir... 20 ou 30% 30%. 30%. On a fini les 50, oui. 20 et maintenant on est le 30%. 30% c'est le want. 30 d'abord. Non, non, 50% on a fini. 50 must have. Oui. 30% c'est le want, c'est-à-dire c'est les désirs, voilà. Et puis 20% les savings, c'est-à-dire c'est l'épargne. D'accord. Voilà, n'est-ce pas? Et là, c'est équilibré. C'est pas 50, évident. Hein. 30, 20, oui, 50. mais il faut s'assurer qu'on est sorti du gouffre. Oui. Ça, c'est quand on n'est pas endetté du tout. Hein. Voilà. Donc 50% pour ce qu'il faut absolument faire. Et je précise que tu as ce plan-là, tu as 100 000 francs par mois, tu as ça, d'accord? Il faut maintenant travailler pour que tu ailles plus loin, n'est-ce pas? De sorte que si tu as 200 000 francs, ça ne te verra pas 50 000 francs là, tu as 100 000 francs là, 200 000 francs. De sorte que tu puisses aller de l'avant, parce qu'en fait, réellement, ce qui se passe, tu as 100 000 francs, ça va te contraindre à ne pas aller au-delà de 50 000 francs, alors que tu as la maison à louer dedans. Donc, où est-ce que j'habite quand j'ai 50 000 francs ici? Ça va te contraindre à habiter là où tu es, il faut rester là-bas. Et bosser pour aller de l'avant, pour que ces 50-là passent à 100, pour oser venir ailleurs. Voilà, on ne t'appelle pas peut-être du côté de la RTI ici. Tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Ce n'est pas une injuste, ni rien. C'est parce que ce niveau de salaire que tu as, tu es contraint à rester là, mais à travailler ton intelligence financière, à produire des revenus, et à avancer et à te déplacer. Voilà. Alors, Madame Christelle Cassi donc, nous pose la question suivante. Nous sommes dans une grande société de consommation, Monsieur Ziaga. Ce n'est pas évident. Ce que vous dites, c'est bien beau, mais à l'épreuve des faits, ça devient compliqué. On bascule rapidement dans les imprévus. On n'a pratiquement plus rien, même pour acheter du pain. Oui, je reviens et peut-être qu'on peut le noter. Il faut le noter tranquillement. Ne jamais aborder vos finances avec vos émotions et vos pulsions. Je dis ça ici. Ça, c'est clair et c'est ce qui est pour tous les experts. En argent, pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments chez nous. C'est ça le problème. Quelqu'un peut venir te voir, tu as fait ton budget, il vient un coup, ah vraiment j'ai mal ici, ça, je suis mal. Si tu ne donnes pas 50 000 francs, je meurs aujourd'hui. C'est lui qui est troublé, ce n'est pas vous. Voilà. C'est lui qui est troublé, ce n'est pas vous qui êtes troublé d'abord. Voilà. Il y a quand même un qui doit être stand, qui doit vraiment avoir le contrôle. De sorte que, voilà, comme quelqu'un qui se noie, il faut d'abord lui asséner un bon coup, le maîtriser, parce que vous risquez d'être noyé aussi là. Donc, vous le calmez, c'est quoi le problème? Voilà. Tu as déjà vu un médecin, il y a une ordonnance? Non. Et comment tu définis 50 000 francs quand tu sais qu'il faut... D'abord, il y a ces principes-là qu'il faut avoir. Quand vous avez ces principes-là, justement, on dit que vous êtes avare. Non, justement, je ne suis pas avare, c'est de comprendre sa situation pour mieux l'aider. Voilà, mais il ne vient pas me troubler, je suis troublé, toute la communauté se trouble en même temps. Non, il y a moins quelqu'un qui est lucide, qui n'est pas dans l'émotion. Voilà, justement, lui, il vient à ses émotions. Moi, c'est les finances. Je dois contrôler mes émotions. Je comprends sa situation pour mieux l'aider. Voilà, c'est-à-dire, il ne dit pas non, je suis malade, mais t'entends que c'est 50 000 francs il faut, et sans même consultation médicale, et j'enlève 50 000 francs comme ça. Non, je comprends sa situation, l'aider au mieux, voilà, ou bien voilà, c'est ça. Je peux enlever les 50 000 francs, mais il faut comprendre la situation. Voilà, c'est tout ça. Alors qu'on est dedans, comme ça, finalement, on ne va pas se... C'est ce qu'elle est en train de dire. C'est difficile réellement. C'est réellement difficile parce qu'on est dans les émotions. Aujourd'hui, il y a une semaine du consommateur averti. Ça, j'applaudis ça déjà. D'accord. Voilà. Alors, on est pratiquement au terme de notre entretien. Moi, j'aimerais que vous nous donniez des astuces, s'il y en a, pour bien économiser. Parce que c'est important d'épargner, de mettre de l'argent de côté. On a parlé de l'épargne, des différents types d'épargne, etc., etc. Est-ce qu'il y a des recettes? Parce que ce n'est pas toujours évident d'arriver à se priver de choses qui, on estime peut-être nécessaires, mais dans le fond, ne le sont pas vraiment. Je ne le fais pas dire. Voilà. Comment faire la part des choses, justement, et puis astuces pour pouvoir épargner, pour pouvoir économiser. Pour les femmes, les hommes. Pour tout le monde. Peut-être pour tout le monde, c'est vrai. Mais il faut comprendre qu'il y a 3 niveaux. Le premier niveau de consommateur, c'est ceux qui consomment, on va dire, au-dessus de leur moyen. Voilà. C'est au-dessus. Voilà. Il a 100 000 francs par mois, mais il a des dépenses de jusqu'à 300, 400, 500 000. Voilà, ça c'est vraiment... Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, mais on peut se contrôler. Maintenant, le deuxième niveau, c'est ceux qui vivent carrément au-dessous, je vais dire en dessous, je sais pas, de leurs moyens, et puis ceux qui vivent dans les moyens. Voilà. Donc, toi, c'est de pouvoir voir, parce que tu as déjà vu qu'en vivant au-dessus, ça te crée des problèmes, de pouvoir revoir ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau
de l'intelligence financière, les émotions, de calculer tout et de planifier. Parce que ceux qui sont dans ce truc, c'est des gens, en point que le problème financier, qui n'ont pas de plan financier clair, en fait, qui n'ont pas d'objectif clair. Il faut te dire maintenant que tu es quelqu'un qui aborde l'intelligence financière avec des objectifs, avec un plan, avec un map, une feuille de route, voilà, et tu n'abordes pas l'argent comme ça automatiquement. Sans, voilà, il faut garder la tête froide. Voilà, juste. Je pense que c'est le conseil qu'on peut donner. Pas de sentiment. Voilà. Ça, c'est la phrase de... Pas vraiment de sentiment, pas dans le sentiment au sens de ne pouvoir pas aider les gens, non, pas ça. Au sens de pouvoir contrôler ses pulsions, ses émotions. C'est-à-dire quelqu'un vient vous voir, ne paniquez pas avec la personne. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit relax dedans pour aborder la situation avec beaucoup de contaminer la communauté, tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ziaga. Merci pour votre passage ici. On a toujours grand plaisir à vous recevoir parce qu'on apprend beaucoup, notamment sur l'argent. Et je pense que ça intéresse tout le monde. Merci encore, excellent début de semaine à vous. Merci également à Marco, que je prendrai grand plaisir. Oui, le couple Maïva pour le meilleur et pour le matin. Je prendrai plaisir à vous retrouver demain, de même que tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Je rappelle que cette émission est rediffusée sur RTI 1 tous les jours à 14h30 et vous pouvez également la retrouver dans son intégralité sur le site www.rti.ci et également sur l'application RTI. Merci à Christelle Akoussa et à toute son équipe pour la réalisation de cette émission. À demain.